va utiliser énormément tout ce qui est la faune et la flore, par exemple, des facultés d'animaux ou de plantes particulières pour pouvoir du coup essayer d'avoir ça en tête pour essayer d'imaginer des nouvelles idées. Bonjour et bienvenue sur Flip. Aujourd'hui, nous accueillons Mélissa Aldana et Vincent Dromer de Clap. C'est quoi Clap ? Clap, on est une communauté de plusieurs indépendants et dont on est les cofondateurs avec Mélissa Aldana qui avons créé donc la structure il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, avec cette idée de se dire qu'on peut travailler différemment en entreprise et réussir à mieux pouvoir aller travailler sur différentes phases du projet et essayer d'accélérer les phases de conception. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des sujets d'éducation pour réussir à armer n'importe quel consultant, n'importe quel chef de projet, n'importe quel manager en entreprise pour pouvoir aller manier le design thinking. Le but, c'est vraiment de donner les clés du design thinking pour qu'il passe à l'action. C'est notre vocation, de vraiment transmettre l'état d'esprit, la méthodologie, les outils pour qu'ils puissent du coup prendre les projets en main. Et non, c'est vrai qu'on est très lié à la méthodologie design thinking. Après, ça nous a permis d'avoir des bases et des bases super structurantes à l'intérieur des actions qu'on menait déjà avant de découvrir et aussi de bien comprendre pourquoi c'était du design thinking. Et l'idée, c'est d'utiliser pas mal de mécaniques autour de la posture entrepreneuriale, la posture lean startup, pas mal de gros hacking et design thinking pour réussir à utiliser plein de gros mots comme ça, un peu superstar qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui, mais juste pour aller booster des projets, parce que c'est vraiment ça qui nous anime, c'est arriver à voir comment en entreprise t'arrives à booster des projets pour essayer de mettre en marche les équipes et puis les différentes entreprises. Avant d'aller plus loin, je voudrais bien savoir, c'est quoi exactement le design thinking ? C'est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit où on va passer à l'action, on va faire des choses concrètes, mais c'est aussi très connu sous forme de la méthodologie en fait. La méthodologie qui se déroule vraiment en 4 grandes étapes, où on va dans un premier temps s'immerger au sein de l'utilisateur, la personne pour laquelle on est en train de créer quelque chose, donc on va tout de suite aller au plus proche du terrain pour voir finalement observer toute son expérience sur laquelle on est en train de travailler et identifier quels sont ses problèmes, ses pain points, les problèmes de l'utilisateur sur lesquels on va pouvoir ensuite, dans une deuxième étape qui est l'idéation, générer un maximum d'idées pour répondre à ce problème majeur. Le but, encore une fois, c'est vraiment de ne pas se mettre de limites, d'aller essayer de voir dans différents secteurs des choses qui existent, faire des analogies, même utiliser le biomimétisme pour pouvoir essayer d'avoir des idées un peu clivantes, innovantes, qui vont permettre de résoudre le problème majeur de notre utilisateur. T'as un exemple ou pas ? De biomimétisme. On va utiliser énormément tout ce qui est la faune et la flore, par exemple, des facultés d'animaux ou de plantes particulières pour pouvoir du coup essayer d'avoir ça en tête pour essayer d'imaginer des nouvelles idées. Il y a l'étoile de mer, pardon, je te coupe. Il y a le TGV, mais l'étoile de mer, vas-y. En fait, l'étoile de mer, ce qu'elle va faire, c'est quand elle va échouer sur la plage, elle va sécréter sa propre crème solaire qui va lui permettre de subir les rayons du soleil jusqu'à la prochaine marée et de pouvoir repartir. Et donc de se dire, qu'est-ce que ça peut être pour mon entreprise en fait, de pouvoir travailler en interne sur la protection que je vais pouvoir avoir contre la plus grosse menace que je peux avoir à un moment donné dans l'année, ou d'essayer de faire des parallèles comme ça. Donc si je reprends, on avait notre immersion, on va vraiment aller explorer l'expérience de l'utilisateur, trouver un problème majeur, générer un maximum d'idées et ensuite pas s'arrêter là, au contraire vraiment la rendre tangible en la prototypant, donc faire en sorte de la rendre réelle, de lui donner vie. Ça peut être soit via des maquettes d'écran, soit via des maquettes physiques, soit via des scénettes pour un service par exemple qu'on va essayer de repenser et puis le tester concrètement, parce que sur la phase de prototypage on va poser des hypothèses et notre phase de test elle va nous permettre de valider ou pas les hypothèses qu'on a pu matérialiser. Avec toujours cette idée de c'est pas du one shot, c'est vraiment une démarche qui se fait dans la durée, donc il y a beaucoup d'itérations. On va tester ce qu'on a prototypé, revenir en phase de prototypage, affiner, retester derrière et voir si on réunit finalement les 3 choses qui sont hyper importantes, qui sont la désirabilité de l'utilisateur. Est-ce que c'est désirable? Est-ce qu'on a envie de tester? On a envie d'expérimenter? On a envie d'acheter, commander? Est-ce que ça va être technologiquement faisable? Est-ce que concrètement on peut sortir des choses? L'idée c'est pas d'inventer un nouveau langage, en tout cas dans notre optique. Et puis, est-ce que c'est viable pour l'organisation, tout simplement, parce qu'à la fin, une boîte ou un groupe de personnes qui va devoir proposer ce genre de nouveaux produits,
Et donc, est-ce qu'on peut concrètement le faire ou pas? C'est là, finalement, où on va essayer de choisir des idées qui sont à la croisée de ces 3 chemins-là. C'était 3 ans et demi qu'on s'est rencontrés? Ouais, 3 ans et demi, 4 ans même peut-être, ouais. Vous venez de lancer le projet. C'était tout frais. Du coup, c'est assez rigolo de se voir 4 ans après, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Donc, on a pu bien mettre en place un peu les idées qu'on avait au départ, essayer de se lancer sur d'abord des projets avec des potes entrepreneurs où on a pu nous-mêmes aussi appliquer des nouveaux concepts, des nouvelles approches pour être quand même assez orienté résolution de problèmes. Donc ça a été pas mal de choses qui se sont passées en 4 ans, quand on a commencé du coup à travailler d'abord avec les entreprises sur une posture plus de consultant, pour aussi nous entraîner à accompagner de cette façon-là, et puis petit à petit des demandes de formation, parce que c'est quelque chose qui finalement est assez nécessaire et accessible. Donc comme nous on a vraiment vocation à pas garder les gens sous perfusion, la formation en fait ça coulait de source, de vraiment transmettre, donner les clés, qu'ils puissent s'approprier les concepts à leur sauce, en fonction du contexte dans lequel ils évoluent. Et donc, on a très vite évolué vers ça après des missions de conseil. Et puis, une grosse partie aussi sur le fait il y a pas mal de gens qui ont voulu du coup adopter cette posture du facilitateur, donc celui qui va mener les ateliers, imaginer le déroulé, etc. Et on a voulu du coup encore une fois démocratiser le plus possible, rendre ça plus simple. Et on a commencé à imaginer des produits, des choses qui vont faciliter cette posture, dont par exemple des produits de jeux de cartes où on peut mapper plus simplement un atelier ou imaginer une démarche. Et ça consiste en quoi être facilitateur par exemple? Tu fonctionnes comment en tant que facilitateur? Le facilitateur, il va vraiment prendre une posture de bout en bout quand on veut lancer ce genre de démarche au sein d'une entreprise ou même pour un projet, où il va penser finalement l'atelier, donc toute la démarche dans sa globalité, challenger le problème, vraiment essayer de voir quel est le problème à attaquer, le challenge à résoudre, et puis petit à petit essayer d'imaginer toutes les étapes par lesquelles il va passer pour pouvoir résoudre ce problème. Est-ce qu'il va devoir aller sur le terrain, mener des interviews? Est-ce qu'il va y avoir de l'observation, par exemple des utilisateurs? Qui doit mettre autour de la table pour faire de l'idéation et essayer de générer des idées? Comment faire en sorte d'avoir les bons critères de sélection de l'idée? Parce que le but c'est de rendre tangible, donc c'est super sympa de se faire plaisir à imaginer des idées radicales et super innovantes, etc. Mais le but, c'est quand même de les concrétiser. Et donc, voir comment est-ce qu'on va les prototyper. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe après cet atelier-là? Il va vraiment être là de bout en bout. Et ouais, c'est ça, d'arriver à voir comment utiliser cette posture de problem solver qu'il y a derrière le design thinking, ou cette compétence de facilitateur de groupe, où l'idée, c'est accompagner un groupe pour essayer de passer d'une problématique pour arriver jusqu'à une solution qui va être sur laquelle il va y avoir de l'adhérence par l'ensemble du groupe. On va se retrouver à essayer de travailler sur les personnes dans l'entreprise qui vont sortir de leur expertise, ce pourquoi on est souvent embauché, de se dire on va mettre autour de la table l'expert en communication, l'expert en juridique, l'expert en marketing, l'expert en technique pour réussir à essayer de trouver un nouveau produit ou un service. Et on se retrouve avec des gens qui ont des compétences et des expertises, mais un besoin un peu de prendre du recul et de réussir à suivre une démarche un petit peu dans la durée. Et là, on a un bon potentiel avec ce rôle de design thinker. On n'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas cette compétence en design thinking qu'on va pouvoir avoir au sein d'une équipe. Comment est né votre projet? Et vous aviez une vision au départ? Mais c'était assez drôle parce que quand on s'est vu il y a 4 ans et puis dans le début du projet, on se retrouvait avec moi qui adore ce côté consultant, le côté de aller dans différentes entreprises, tacler des challenges au quotidien et essayer de trouver vraiment un bon angle d'attaque par rapport à un projet pour que le projet y serve l'entreprise. Et Mélissa qui disait j'ai pas envie de ça, d'être comme ça, aller accompagner des entreprises les unes après les autres, de les mettre sous perfusion, ou d'essayer de rester le plus longtemps possible sur chaque mission pour gagner le maximum d'argent autour des projets. En fait, en démarrant, on n'avait pas de vision claire concrètement de ce qu'on voulait faire. On savait que ça pouvait être sympa déjà de le faire ensemble. Ça nous paraissait aussi sympa de monter en compétence dessus parce que c'est quand même quelque chose sur lequel on se retrouvait, et notamment sur l'état d'esprit. Peu importe finalement comment est-ce qu'on allait le proposer aux entreprises, mais c'est vraiment sur l'état d'esprit entrepreneurial, que ce soit entreprendre sur un projet sur un marché ou un projet en interne. Puis de par nos 2 profils, Vincent qui était designer d'interface en freelance, et puis moi qui avais monté des projets plus entrepreneuriaux avant, il y avait vraiment plein de liens qui se faisaient naturellement. Après, l'approche, la démarche qu'on a proposée dans un premier temps, c'est vraiment avec Clap, on s'est lancé d'abord avec des potes en fait. Et après, on a essayé de
de monter en compétence nous-mêmes pour pouvoir proposer ce genre de choses du coup sur des projets de plus en plus fins, de plus en plus stratégiques pour les boîtes. Moi j'aime bien le raconter aussi en disant que sur mes compétences du UX designer, je me suis beaucoup retrouvé à mal récupérer un brief en entreprise, et donc tu vas voir quelqu'un, un client, et il faut réussir à récupérer un brief précis, et en fait il sait pas te le donner parce qu'on se retrouve avec une myriade de solutions différentes et plein de choses qui vont être à évaluer, et donc tu peux pas réussir en tant que UX designer à te mettre sur une phase de réalisation et essayer de poser des premières bases sur lesquelles on va réussir à pouvoir trouver un bon produit ou un bon service. C'était surtout le cas quand j'accompagnais les startups du fonds d'investissement d'AXA, AXA Strategic Ventures, sur lequel je faisais les audits en amont des startups dans lesquelles ils investissaient. Et une fois qu'ils avaient investi dans les startups, ils disaient tiens, on peut travailler ensemble pour augmenter la visibilité, pour augmenter la rétention, pour travailler l'image de marque ou pour travailler la bonne hypothèse produit. Et on se retrouvait à des moments où, à l'intérieur du fonds d'investissement, il y avait une vision différente entre la startup qui voulait accélérer parce qu'elle venait tout juste de toucher 1 million d'euros et donc elle avait besoin, ça faisait 3 ans qu'elle attendait ça. Le fonds d'investissement qui disait mais j'avais une autre vision pour toi. La maison mère AXA qui disait mais moi j'avais encore une autre vision, et les startups du fonds d'investissement qui disaient mais je vois aussi les synergies qu'on peut faire. Enfin le métier sur lequel je pouvais apporter le plus de valeur, c'était mettre tout le monde autour de la table et essayer d'écrire les différentes possibilités. Ça semblait super pertinent. Et pour ça, je raconte tout le temps, mais c'est la manière dont moi je travaillais, je mettais 6 semaines, 8 semaines à construire 2-3 choses consolidées en tant que UX designer, parce que tu as du temps d'aller-retour, que tu vas booker des rendez-vous toutes les semaines, que tu vas rencontrer différentes personnes autour de la table à différents moments, et que tu vas avoir du mal à aligner l'ensemble des différentes visions des différentes personnes. Le fait de regarder Mélissa travailler vraiment avec un esprit un peu lean startup qui est très proche de tous les concepts qu'on a en design thinking, de mettre de l'énergie que vers tes utilisateurs. Elle se réveillait le matin pour ses projets entrepreneuriaux, elle avait une idée, elle construisait une page autour de cette idée, une page web, elle avait des gens qui remplissaient le formulaire parce qu'elle savait très bien faire venir les gens sur son site, et donc avant la fin de la journée elle en avait eu au téléphone ou elle avait vendu des petites choses, et donc il y avait des vraies choses qui se passaient. Quand on a trouvé 1 ou 2 clients comme ça, chez qui très vite on a pu se dire tiens, on va aller faire la même chose, on va construire avec eux une landing page, et avant de partir le soir, il va falloir qu'on les shoote à 300-400 personnes. Aujourd'hui vous êtes un collectif. Comment s'est construit ce collectif? Et comment ça fonctionne un collectif surtout? On s'est développé de manière naturelle, on va dire. On a eu besoin en fait petit à petit de nouvelles personnes sur lesquelles à la fois s'appuyer, que ce soit sur des missions qu'on pouvait avoir auprès d'entreprises, mais aussi sur de la formation. Il y a eu quand même une demande qui a augmenté, et des demandes sur lesquelles on n'était pas en mesure de répondre tout seul, qu'on n'a que 5 jours ouvrés dans la semaine. Donc c'était plutôt positif dans ce sens-là. Au fur et à mesure en fait des différentes missions, même des formations qu'on a pu donner, on a rencontré plein de personnes hyper intéressantes qui nous ont appris énormément de choses et avec lesquelles on a gardé contact. Et quand on a eu besoin de justement de s'appuyer sur ces personnes qui partageaient l'état d'esprit, qui étaient assez initiées à ce genre de pratique et qui en plus nous apportaient énormément de choses sur lesquelles finalement nous on avait encore aussi une montée en compétences à faire. Finalement, on a commencé à travailler finalement sans le vouloir, entre guillemets, de manière totalement naturelle, avec de plus en plus de monde. Et puis petit à petit, vu que on l'a pensé dès le départ, Clap, comme quelque chose d'assez ouvert, et pas forcément une structure de type agence par exemple, on était hyper flexible sur le fait de bosser sur un projet parce que c'était pertinent, parce qu'on s'éclatait avec des personnes tierces finalement, et créer comme ça des micro-projets, des micro-marques autour de nous. Et donc finalement par la force des choses, ces personnages se sont de plus en plus impliqués. En fait la manière dont on fonctionne, c'est plus il y a ce nom, Clap, qui existe, qui attire, parce qu'on a quand même réussi à bâtir une marque avec des références, une certaine expertise autour de ça. Mais à l'intérieur, finalement, c'est des membres qui sont indépendants. On est moi-même et Vincent indépendants. Et en fait, dès le départ, c'était quelque chose qui n'était pas forcément posé sur le papier, mais qui était dans notre ADN, de garder cette liberté, de pouvoir bosser avec des gens sur des projets qui nous intéressent. Et pour faire ça, en fait, on peut pas, en tout cas pour nous, la boîte en tant que telle pouvait se faire que de cette façon-là, quoi. En mode collectif, avec tout le monde en son sein, indépendant. Et vous avez déjà pris des gens dans votre collectif qui connaissaient rien, qui voulaient juste se former? Ça s'est fait dans un temps 2. En fait, ils sont d'abord passés par la formation. Et puis, au fur et à mesure des formations, il y a quand même pas mal de gens hyper intéressants
encore une fois, qui nous apprennent énormément de choses, même pendant la formation, et c'est tant mieux parce que ça faut vraiment que ce soit dans les deux sens, avec qui finalement, dans un temps d'eux, on a commencé à bosser ensemble parce que on avait besoin de cette expertise à un moment donné ou parce que ça fitait bien tout simplement, et on a commencé à travailler avec eux de cette façon-là. Et du coup, vous faites aussi de la formation aujourd'hui sur du design thinking? On a commencé par de la formation design thinking parce qu'avec les meet-up et les différentes missions qu'on pouvait mener, on voyait quand même qu'il y avait une grosse demande sur comment est-ce que je peux m'approprier tout ce genre de méthodo pour le mettre en place au sein de la boîte. Vraiment une volonté de s'approprier ce genre de démarche. Aussi en pratiquant, essayer d'avoir l'état d'esprit qui est lié. Et donc on a proposé il y a 2 ans. Ouais, c'est vite, ouais. Des formations donc sur 2 jours hyper opérationnelles. Le but, c'était vraiment pas dès le départ de donner de la théorie à 100% pendant les 2 journées. C'était vraiment de essayer de penser ces 2 jours comme une immersion finalement sur la méthodo et comment est-ce que je peux l'appliquer très concrètement dès ma 2e journée à un sujet réel que j'ai. Vraiment mettre les mains dans le cambouis et puis survoler entre guillemets un peu la théorie qui est quand même hyper accessible, sur lesquelles il y a énormément de documentation sur Google ou dans les bouquins. Mais encore une fois, ce qui est hyper important dans ce genre de choses, c'est la pratique. Donc une formation hyper axée sur la pratique. Et au bout de 2 jours, les personnes peuvent devenir facilitateurs ou c'est juste pour leurs problèmes à eux qu'ils peuvent résoudre? L'idée vraiment, c'est qu'au bout des 2 jours, ils puissent être confrontés au moins à un sujet qui leur parle et sur lesquels ils aient pu mettre déjà en place les premières briques. Après, l'idée de la formation, c'est de se dire aussi que c'est vraiment quelque chose, le design thinking, qui est lié à l'itération. Donc oui, tu ressortiras avec un premier jet de ton cadrage d'atelier, de ta démarche, mais il faudra dans tous les cas, après la formation, itérer dessus, peaufiner, parce que pour X raisons, tu vas devoir changer peut-être les groupes, faire des interviews exploratoires en amont un peu plus poussées ou pas. Mais en tout cas, ça te donne les premières billes pour pouvoir ensuite peaufiner ta première démarche. Et ce qu'on te disait là avant de lancer l'enregistrement, c'était vraiment ce côté où on sent que c'est un mix aujourd'hui qui va permettre de réussir à faire monter quelqu'un en compétences. Les briques formation, c'est les briques les plus lisibles pour les programmes en entreprise, et donc c'est aussi beaucoup pour ça qu'on est, qu'elles sont un peu plus visibles que les autres choses qu'on ait pu faire, et qu'on a réussi à être lancé via ça. Mais pour travailler sur le oser entreprendre, oser travailler différemment en utilisant des méthodes de travail collaboratives, on a vu vraiment que le mix il était un peu global. Ce qu'on dit donc, c'est faut d'abord l'avoir vécu peut-être en tant que participant, ces méthodes de travail collaboratif qui vont permettre de faire un peu le déclic de tu sais que tu ne sais pas, ce premier pas de l'apprentissage où tu découvres qu'il y a plein de choses, un champ des possibles qui s'ouvre comme ça. Puis après de mettre la formation de jour ou autre chose, mais une grosse brique qui va donner plein de pédagogie, qui va vraiment outiller et qui va permettre de découvrir plein de cas d'usage en mode concentré. Ça permet de bien savoir à quoi on se raccroche. Et pendant notre formation, nous on essaie d'écrire sur la dernière brique le plan d'action, que chacun puisse écrire un sujet sur lequel dans les 2-3 prochaines semaines il va pouvoir mettre en place la méthode, et on va essayer de générer un peu d'émulation pour que le groupe se chauffe les uns envers les autres en disant moi je vais être le premier qui va envoyer les photos sur notre groupe WhatsApp partagé pour arriver à présenter le projet que j'ai pu faire et la réussite qu'il y a derrière. C'est aussi pour ça qu'on a les petits sets de cartes qui sont là, c'est un peu ce côté phase d'ancrage qu'on cherche derrière, où les gens vont avoir cet objet sur le bureau en se disant mais je me suis fait des promesses à un moment, allez, faut que je me pousse et faut que j'essaye d'aller mener mon propre atelier. T'as besoin d'être quand même soutenu par ta hiérarchie pour pouvoir aller travailler comme ça différemment, et donc c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup à initier des COMEX ou travailler sur des sujets de transfo digital pour essayer de réfléchir de manière globale à comment l'entreprise peut réussir à récupérer toutes ces bonnes pratiques et essayer d'en faire des choses un peu plus qui puissent être digestes par un grand groupe ou par une TPE-PME. Ça se passe comment avec les COMEX en général quand vous présentez ces méthodes? C'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'ils viennent avec plein d'idées reçues. Après, souvent on arrive à l'avoir un peu sur quelque chose qui est un peu hors du temps, hors de l'entreprise, sous couvert d'un séminaire. Et donc on va se retrouver vite à réussir à trouver les bons ingrédients pour réussir à faire qu'on va lancer une bonne démarche collaborative et pas venir comme des experts qui vont parler d'un sujet dont ils entendent beaucoup parler, mais juste de pousser à l'action autour d'un sujet excuse pour réussir à faire des premiers pas. Si demain je veux avoir mon COMEX
C'est quoi les arguments que je peux mettre en avant pour le pousser à adopter ces nouvelles méthodologies de travail? C'est hyper difficile, je pense, pour un collaborateur de pouvoir essayer de donner les conseils comme ça plus haut. Souvent, ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, dans les visions d'entreprise, on se retrouve avec des grands axes un peu faux qui vont dire intelligence collective, rapidité, n'ayez pas peur de l'échec, innover. Et en fait, ça peut être une manière de rebondir en essayant de proposer des étapes concrètes par rapport à des projets. Mais l'idée, plutôt que d'essayer de trouver les bons arguments pour aller convaincre le COMEX, c'est réussir un peu en mode pirate à une toute petite échelle, peut-être pas sur un projet externe parce que dans ce cas-là on va pouvoir se faire taper sur les doigts, mais sur un projet interne, de réussir à se dire regardez là, il y a ce truc qui est je dis n'importe quoi, l'organisation des fichiers à l'intérieur de notre serveur partagé pour l'équipe qui a toujours été painful, et là on s'est posé tous autour de la table 3 heures et avec des mécaniques un peu autour du design thinking, je m'immerge à l'intérieur du problème, je trouve plein d'idées différentes autour du problème qui nous paraît être le plus important et je prototype 2 solutions par chacune des parties de l'équipe et je me retrouve une semaine plus tard à revoir où ça en est, itérer, choisir la bonne solution. Tu arrives à avoir des petits résultats à ton échelle qui permettent de pouvoir diffuser de l'intérieur via des cas pratiques qui marchent bien pour l'entreprise. On va passer au Fast and Flip. Mélissa, la principale force de Vincent, c'est quoi? Je pense que c'est la spontanéité, puis une idée au quart de tour, toutes les 10 secondes. Vincent, la principale qualité? La capacité de Mélissa à tuer les idées dans l'œuf. Ouais, c'est ça, réussir à canaliser aussi un petit peu les trucs et être vraiment ce côté force tranquille. Le prochain grand flip, c'est quoi? Je l'ai construit cet après moi, sur un des coups de fil que j'ai pu avoir. J'ai eu cette nana qui fait de l'événementiel et qui nous a aidé à calibrer un événement. Donc Mélissa n'est pas encore au courant, donc je l'annonce. Le fameux événement Clap qu'on cherche à faire depuis longtemps, qui serait d'essayer de se rassembler une journée entière et d'aller travailler comme ça un peu en mode événement, grosse conf. Mais nous on n'aime pas trop le côté conf parce qu'on n'aime pas que ce soit du speaker vers l'assemblée, mais de travailler en tout cas sur des formats un peu événementiels parce que je pense qu'on adore vraiment le côté rassembler. Et toi, Mélissa, ton prochain grand flip, c'est quoi? Moi, j'aimerais beaucoup... là, en ce moment, on en a parlé aussi aujourd'hui, c'est vraiment essayer de penser une formation en ligne, formation digitale sur ce qu'on est en train de faire et de faire cette bascule parce qu'on a fait beaucoup de présentiel et ça nous apporte énormément, on a beaucoup d'apprentissage dessus, mais faire passer beaucoup plus de monde du coup sur ce qu'on a proposé, sur ce qu'on a à partager et puis le digital, c'est ce qui permet quand même d'étendre un peu plus. Moi, j'en vois un autre de flip que vous avez. J'avoue. Un qui arrive très bientôt, voire même qui sera sorti au moment de la diffusion. Je vous laisse en parler. Non, on est super enthousiaste là, du coup, et content de voir un beau projet aboutir. Donc c'est la rédaction d'un livre qu'on a coécrit à 3, donc avec Johan Lemeny, Vincent et puis moi, qui s'appelle Passer au design thinking. Pensez, construire et mener vos premiers ateliers de co-création. En tout cas, l'objectif de ce livre, on l'espère, c'est encore une fois de démocratiser le design thinking et surtout d'outiller les différentes personnes qui veulent se lancer sur ce genre de démarche à travers des exemples de use case, à travers des déroulés clés en main d'ateliers pour qu'ils puissent reproduire un peu comme des recettes, et aussi et surtout une 60aine d'outils pareil qui sont sélectionnés en fonction de l'étape sur laquelle t'es et qui sont également détaillés sur comment le préparer, de quoi tu as besoin, les consignes à donner pour le groupe. En gros, que ce soit un petit guide sur lequel les gens puissent s'appuyer dans un premier temps et puis qu'après, quand ils sont autonomes, qu'ils volent de leurs propres ailes. On s'est défoncé pendant 1 an et demi pour réussir à le co-construire. Ce bouquin-là, ça a été... on est vraiment passé par toutes les étapes, toutes les couleurs, toutes les épreuves possibles. Montagne russe? Ouais, complètement. C'est vrai que tu te retrouves à le faire en plus dans le monde de l'édition et donc d'être obligé de s'adapter à des codes qui sont plus trop les nôtres aussi sur les manières de faire les projets. C'est clair qu'on a découvert le monde des maisons d'édition, donc on a édité chez Erol, la rigueur du monde des maisons d'édition qui nous a aussi hyper structurés, mais en même temps, vu qu'on n'avait pas du tout les mêmes façons de travailler, c'était rigolo de voir un peu les différentes façons de faire. Et du coup, vous leur avez apporté aussi vos façons de faire ou pas? On a essayé. Fail ou pas? On a réussi en fait à intégrer toute cette culture intelligence collective, atelier de co-création sur
toutes les étapes amont et de pouvoir leur en livrer que les bonnes infos. Genre l'atelier qu'on a pu co-construire avec 5-6 personnes autour de nous sur trouvons le bon titre et essayons de voir quelles sont les parties de la structure qu'ils vont avoir, de pouvoir brainstormer sur les différents outils et de comment est-ce qu'ils vont s'aligner ensemble pour qu'on ait vraiment les bons à l'intérieur des 60 outils qu'on propose, ou de donner des chapitres à relire à notre communauté aussi pour qu'ils arrivent à nous donner des feedbacks et arriver à voir comment c'est agencé, comment c'est structuré, ou même revoir l'ensemble du bouquin avec une autre partie, de faire un appel à vote en ligne pour réussir à voir quelle est la bonne couverture qui plaît le plus. Ouais, on a réussi à mettre toute notre culture du test and learn sur tous les bouts et puis d'être obligé à des moments de dérouler de manière un peu plus traditionnelle. Merci beaucoup Mélissa, merci beaucoup Vincent d'avoir participé à Flip. Et nous, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. C'était Flip. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand ?